Il existe des univers industriels que l'on croit réservés aux initiés, mais qui révèlent une beauté et une précision fascinantes dès que l'on prend le temps de les observer et de les comprendre. Ce que vous allez découvrir ici fait partie de ces domaines où la puissance des machines et la rigueur humaine s'unissent pour transformer la matière brute en forme d'une exactitude impressionnante. Si vous restez attentif jusqu'au bout, vous verrez comment chaque étape de ce voyage métallique s'imbrique dans la suivante pour donner naissance à des réalisations qui semblent presque impossibles à concevoir tant elles paraissent parfaites. Le cintrage de plaques d'acier commence toujours par une préparation minutieuse, destinée à garantir un résultat parfaitement cylindrique et sans défaut. Une plaque d'acier plate est préparée avec un léger excédent de longueur de chaque côté. Cet excédent est essentiel, car il permet ensuite de réaliser une préparation des bords précise afin que l'acier puisse être roulé dans une forme parfaitement ronde. Les bords de la plaque sont soigneusement chanfreinés pour offrir des conditions de soudage idéales, une étape qui requiert une précision extrême pour aboutir à un cylindre homogène et robuste. Après ce chanfreinage, la plaque est marquée avec exactitude pour guider les opérations de découpe. Cette tâche de traçage garantit un ajustement parfait lors de l'assemblage final. Pour faciliter la découpe nette de l'acier, la plaque est préchauffée à une température optimale, ce qui réduit les tensions internes et évite les fissures. Le résultat est une coupe propre où l'excédent est éliminé et où les bords de soudure sont déjà formés. Une fois cette étape franchie, la plaque est introduite dans une rouleuse suisse de 320 tonnes, un véritable monstre mécanique conçu pour transformer une plaque plane en cylindre parfait de 276 mm de diamètre. La machine exerce une force colossale, mais parfaitement contrôlée, garantissant une courbure régulière sans altérer l'intégrité structurelle de l'acier. Lorsque la coque cylindrique est obtenue, elle est préparée pour la soudure. Les soudures sont réalisées selon la méthode de l'arc submergé, qui permet un dépôt très rapide et constant grâce à l'utilisation de deux fils d'apport simultanément. Un flux protecteur recouvre la zone de soudage, préservant la qualité du bain. Tout excédent est récupéré puis réutilisé, ce qui démontre une démarche à la fois efficace et écologique. La coque soudée est ainsi d'une solidité remarquable et adaptée aux environnements industriels les plus exigeants. Mais le spectacle ne s'arrête pas là, car dans la même installation se trouve une presse plieuse capable d'exercer jusqu'à 3000 tonnes de pression sur des plaques de 8 mètres de long, l'une des plus puissantes d'Europe. Cette machine colossale peut plier des plaques d'acier inoxydable de 60 mm d'épaisseur et de 7,2 mètres de long en leur donnant des rayons précis selon les besoins des projets. Chaque pliage est une démonstration de force et de maîtrise technique. Et puisqu'il faut parfois aller encore plus loin, une plaque d'acier de 43 tonnes, épaisse de 150 mm et large de 2230 mm, peut être cintrée jusqu'à former un cylindre de 5000 mm de diamètre, une opération qui illustre la capacité extrême de ces équipements hors normes. Chaque phase, depuis la préparation des bords, le préchauffage, la découpe, le roulage, la soudure, jusqu'au pressage, est exécutée avec une coordination absolue et une rigueur qui garantit la fiabilité des pièces finales. Et c'est ici que je prends une pause pour vous dire quelque chose d'important. Si vous aimez découvrir ce type de processus industriels uniques et que vous souhaitez soutenir la création de ce genre de contenu, il suffit simplement de cliquer sur « S'abonner » et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous assure que ce que vous allez voir dans la suite mérite vraiment de rester connecté. La fabrication des réservoirs sous pression débute par la sélection et la préparation des tuyaux et plaques d'acier. Les tuyaux sont découpés à des longueurs précises grâce à des machines automatisées, puis chaque pièce est numérotée et marquée afin d'assurer une traçabilité complète lors de l'assemblage. Les soudures sont réalisées avec des procédés tige et MIG. Le tige est privilégié pour les détails fins et la précision, tandis que le MIG apporte solidité et rapidité. Chaque joint est soudé de l'intérieur comme de l'extérieur afin de garantir une résistance parfaite aux hautes pressions. Après le soudage, les pièces sont assemblées avec un ajustement rigoureux pour que le réservoir soit totalement fiable. Ensuite, les technologies laser entrent en jeu. Les marquages au laser gravent nom et code sur les couvercles, assurant la traçabilité et facilitant le contrôle qualité. Puis, le découpage laser façonne des ouvertures précises pour accueillir tuyaux, vannes ou capteurs en limitant les finitions supplémentaires. Ces plaques découpées sont ensuite pliées par des machines à 3 rouleaux pour former des cylindres parfaitement adaptés à la suite du montage. Chaque étape est accompagnée de contrôles qualité stricts basés sur les réglementations européennes, afin que les produits finaux puissent servir en toute sécurité dans les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires. La fabrication des poutres soudées commence par le nesting numérique qui optimise la découpe des plaques pour réduire le gaspillage. Les découpes CNC par plasma ou oxycoupage donnent ensuite des éléments aux dimensions exactes. Ces pièces sont ébavurées et rectifiées pour retirer tout défaut, puis elles sont pointées par soudure afin de maintenir leur alignement avant la soudure complète.
Les coupes et ajustements sont réalisés pour assurer une adaptation parfaite, puis les soudeurs effectuent des cordons continus afin de créer des poutres solides répondant aux normes structurelles. Un passage au gougeage nettoie les soudures et prépare les zones nécessitant correction. Enfin, un processus de redressage mécanique ou thermique garantit la rectitude de la poutre. Les contrôleurs qualité vérifient la droiture, les dimensions et la finition avant d'approuver le produit final. Dans les aciéries lourdes, les brames d'acier sont chauffées dans des fours jusqu'à atteindre la température de laminage, puis passées entre de puissants rouleaux qui réduisent leur épaisseur et leur donnent les dimensions recherchées. Les pieux en acier sont formés dans des laminoirs spécialisés qui leur donnent des profils emboîtables adaptés aux fondations. L'oxycoupage et le plasma sont utilisés pour créer des formes complexes selon les plans des clients, et chaque pièce est ensuite ébavurée et contrôlée. Les tests de ductilité sur des ébauches sphériques sont réalisés à l'aide de presses hydrauliques qui exercent une force progressive pour former des bords arrondis et évaluer la résistance des métaux. Les fonds bombés de 4,5 m sont formés par flambage à froid sur des machines de formage équipées de rouleaux puissants qui descendent progressivement sur la pièce en rotation. Cette méthode garantit une précision élevée même sur des pièces de grande taille. Chez CAH Bastille, une forge lourde produit des lingots pouvant atteindre 600 tonnes grâce à des fours électriques à arc de 150 tonnes, à la dégazéification sous vide et à des presses hydrauliques de 13 000 tonnes capables de façonner des pièces gigantesques pour les industries de l'énergie, du nucléaire et de la marine. Le four électrique à arc de 60 tonnes fond la ferraille grâce à des arcs électriques entre des électrodes en graphite, générant des températures supérieures à 3000 degrés Celsius et permet un recyclage efficace et durable. Les caisses en spirale pour centrales hydroélectriques sont usinées, soudées, redressées et traitées thermiquement pour garantir la précision dimensionnelle et la résistance mécanique. Des rouleuses hydrauliques de presque 900 tonnes cintrent des plaques de 70 mm d'épaisseur et de 4,5 m de large avec une régularité parfaite grâce au contrôle CNC. Les machines à double pincement à 4 rouleaux permettent de réaliser des cônes et des cylindres avec une précision exceptionnelle. Des presses mécaniques de 750 tonnes forment des plaques sphériques destinées aux réservoirs de grande capacité en assurant des courbures régulières et conformes aux normes ASME. Les contrôles ultrasonores sur tube mesurent l'épaisseur des parois en continu grâce à des systèmes O-frame et C-frame qui garantissent une homogénéité parfaite. À chaque étape, la surveillance dimensionnelle continue permet de corriger immédiatement toute variation et de livrer des produits respectant les standards les plus exigeants. Ce voyage au cœur de la transformation de l'acier démontre à quel point la puissance des machines, la rigueur des opérateurs et l'innovation technologique s'unissent pour créer des pièces gigantesques, mais d'une précision chirurgicale. Si vous avez apprécié cette immersion dans le monde des machines monumentales et des procédés industriels incroyables, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, car ce qui vous attend juste après est encore plus impressionnant et mérite absolument que vous restiez jusqu'à la fin. Derrière chaque billet que vous tenez entre vos doigts, il y a une histoire fascinante, insoupçonnée et d'une précision presque scientifique. Bien plus qu'un simple moyen d'échange, il s'agit d'un chef-d'œuvre de technologie, de design et de sécurité. Tout commence par un détail souvent ignoré. Le billet de banque américain n'est pas en papier. Il est fabriqué à partir d'un mélange précis de 75% de coton et 25% de lin. Cette combinaison lui donne cette texture si reconnaissable et cette résistance exceptionnelle à l'usure. Mais ce n'est qu'un début. Dès la fabrication du support, des éléments de sécurité sont intégrés de manière totalement aléatoire, des fibres rouges et bleues invisibles au premier regard, mais bien là imprégnées dans la matière elle-même. À mesure que l'on monte en valeur, les billets se complexifient. Ils sont dotés d'un fil de sécurité qui ne se révèle qu'à la lumière ultraviolette. Ils brillent d'une lueur singulière propre à chaque dénomination. Et ce n'est pas tout. Une encre spéciale, conçue pour changer de couleur selon l'angle de vue, ajoute un niveau supplémentaire de sécurité et de sophistication. Ces détails, pourtant minuscules, participent tous à une mission cruciale, rendre la contrefaçon presque impossible. Chaque coup d'œil sur un billet révèle en réalité une œuvre de haute précision, pensée et perfectionnée au fil des décennies. Et si ce que vous venez d'apprendre vous intrigue, si chaque infime détail vous pousse à vouloir en savoir davantage, alors ne perdez pas une seconde, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à être surpris par tout ce que vous ignorez encore sur les objets les plus quotidiens. La création d'un billet commence bien avant l'impression.
Elle débute avec le travail d'artistes spécialisés qui dessinent à la main les moindres éléments graphiques, portraits, lettrages, motifs. Ces dessins sont ensuite gravés sur des plaques d'acier, un processus minutieux réalisé à l'aide d'un outil appelé pantographe. Chaque ligne, chaque courbe est reproduite avec une précision chirurgicale. Une fois les éléments gravés, ils sont combinés comme un puzzle sur une presse de transfert. Ce processus, appelé la sérigraphie, permet de transférer les éléments gravés sur une plaque maîtresse. C'est cette dernière qui sera utilisée pour produire des centaines de copies destinées à l'impression. Chaque billet suit ensuite un circuit d'impression spécifique. Le billet de 100 $, par exemple, intègre un élément unique, un ruban bleu en 3D inséré directement dans la matière et dont les motifs semblent bouger lorsqu'on incline le billet. Ce ruban est une barrière supplémentaire contre les faussaires. Mais ce qui le rend vraiment complexe, c'est la micro-impression. De minuscules mots, phrases ou abréviations s'intégrer dans des zones comme le col du portrait ou les bords des chiffres. Inaccessibles à l'œil nu, sans grossissement, ces inscriptions sont quasi impossibles à reproduire fidèlement. À partir de la coupure de 2 $, une nouvelle étape intervient, l'impression offset. Il s'agit d'un procédé d'impression multicouche qui dépose en une seule opération plusieurs couleurs à l'avant et à l'arrière du billet. Seule la coupure d'1 $ est exclue de ce traitement. Elle passe directement à l'impression intaglio qui permet d'ajouter les éléments en relief, portraits, numéros, textes officiels. Cette étape utilise une pression gigantesque rendue possible par les plaques chromées extrêmement résistantes. Le résultat ? Une texture reconnaissable au toucher, presque impossible à imiter. Une fois imprimé, le billet est loin d'être terminé. Il passe dans une machine qui appose les éléments finaux, numéros de série uniques, sceaux officiels de la Réserve fédérale et du Trésor. Certains chiffres, notamment sur les coupures supérieures à 10 $, sont imprimés avec une encre spéciale qui change de couleur selon l'angle, rendant la contrefaçon encore plus difficile. Mais l'étape la plus cruciale est sans doute celle du contrôle qualité. Chaque billet passe sous des caméras à très haute résolution, capables d'analyser 2,5 feuilles par seconde. Elles scannent simultanément le recto et le verso, repérant la moindre imperfection. En cas d'anomalie, le billet s'est mis de côté, mais les autres billets de la feuille sont conservés si valides. Cette procédure garantit que chaque billet en circulation est d'une qualité irréprochable. Vient ensuite le moment de la découpe. Les feuilles sont découpées par des guillotines automatisées pour atteindre les dimensions standards 6,14 pouces par 2,61 pouces. Les billets sont empilés en briques de 100 unités, bandés, puis placés dans des caisses métalliques appelées skids. Jusqu'ici, ces billets ne sont pas encore en circulation. Ils restent la propriété de la Réserve fédérale, seule entité autorisée à émettre la monnaie. Certains de ces billets peuvent rester stockés pendant des années dans des coffres en attente de distribution. Quand le moment est venu, ils sont acheminés vers les banques, les caisses populaires, les distributeurs. Et si un billet est identifié comme suspect ou contrefait, c'est le service secret américain qui prend le relais, chargé de protéger l'intégrité monétaire du pays. Mais qu'en est-il des pièces de monnaie ? Leur fabrication, bien que paraissant simple, est tout aussi fascinante. Chaque pièce commence par des matériaux bruts, du zinc plaqué cuivre pour les centimes, du cupro-nickel pour les autres. Ces métaux sont découpés en disques appelés flancs à partir de longues bobines métalliques. Les flancs sont ensuite chauffés à 950 degrés Celsius dans un processus appelé recuit, ce qui les assouplit. Puis, ils sont nettoyés, séchés, et leur bord est formé à l'aide d'une machine appelée Upsetting Machine. Une fois prêts, les flancs passent à l'étape la plus spectaculaire, la frappe. Grâce à des presses capables d'exercer une force allant jusqu'à 160 tonnes, les motifs sont imprimés sur les deux faces des pièces. Certaines pièces nécessitent plusieurs frappes pour faire ressortir les détails avec une netteté parfaite. Chaque pièce est ensuite inspectée. Les défectueuses sont éliminées, tandis que les pièces conformes sont pesées, comptées en sachets et envoyées aux banques centrales, prêtes à être mises en circulation. Mais cette industrie fait aujourd'hui l'objet de critiques. Fabriquer une pièce d'1 centime coûte environ 3 à 6 centimes,
soit plus de 3 fois sa valeur. À titre de comparaison, un billet de 100 $ ne coûte que 16,25 centimes à produire. En plus du coût, des problèmes environnementaux et de sécurité ont été pointés dans certaines installations de production. Des fuites de produits chimiques utilisés pour le nettoyage ou la lutte contre les incendies ont contaminé les sols et les nappes phréatiques aux abords de certaines usines, notamment à Philadelphie. Des inspections ont révélé des dizaines de défaillances dans les protocoles de sécurité, sans compter les défis posés par la contrefaçon. Ces dernières années, des pièces contrefaites, souvent d'origine étrangère, ont commencé à circuler dans le système américain. Et malgré les alertes lancées par certains membres du Congrès, les réponses tardent à venir. Alors, quand vous tenez une pièce ou un billet entre vos mains, regardez-le autrement. Ce n'est pas seulement un outil d'échange. C'est le fruit d'un savoir-faire ancestral, combiné aux technologies les plus avancées. Un objet du quotidien, certes, mais aussi un condensé de science, d'art et d'histoire. Et qui sait ? Peut-être que celui que vous possédez aujourd'hui vaudra un jour bien plus que ce que ces chiffres indiquent. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette vidéo que vous regardez en ce moment arrive jusqu'à vous ? Ce simple geste de lecture déclenche un processus invisible mais incroyablement sophistiqué. La vidéo a voyagé à travers des milliers de kilomètres depuis un data center, un lieu extrêmement sécurisé et rempli de serveurs puissants. C'est dans cet endroit que sont stockées des quantités colossales de données, dont précisément la vidéo que vous êtes en train de visionner, et ce data center peut se trouver à des centaines, voire des milliers de kilomètres de votre domicile, ce qui rend ce voyage numérique d'autant plus fascinant. Mais alors, comment ces données numériques traversent-elles la planète pour apparaître sur l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur portable ? On pourrait penser que l'envoi se fait par satellite. L'idée semble simple. Un signal monte depuis le data center vers un satellite, puis redescend vers une antenne près de chez vous. Cependant, cette méthode présente un problème majeur. Les satellites géostationnaires sont situés à près de 35 400 km au-dessus de la Terre. Et le trajet aller-retour du signal représente une distance totale de 70 800 km, ce qui provoque une latence très élevée. Une telle latence rendrait la navigation, les vidéos et même les jeux en ligne difficilement utilisables. Ainsi, cette vidéo n'est pas transmise par satellite, elle utilise un réseau bien plus performant et répandu, un réseau complexe de câbles en fibre optique qui relie le data center directement à votre appareil. Ces câbles parcourent des océans, des montagnes, des villes et des villages. Votre téléphone peut se connecter à Internet via les données mobiles ou via un réseau Wi-Fi, mais dans tous les cas, il finit toujours par être relié à ce réseau filaire mondial. Dans le data center, la vidéo est stockée sur un SSD. Le SSD joue le rôle de la mémoire interne d'un serveur. Le serveur, quant à lui, est un ordinateur très puissant, conçu pour vous envoyer la vidéo que vous avez demandée. Le véritable défi commence alors. Transporter cette donnée vers vous en passant par le réseau fibre optique. Mais avant de comprendre ce cheminement, il faut parler de l'élément le plus fondamental d'Internet, l'adresse IP. Chaque appareil connecté à Internet possède une adresse IP unique, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'un serveur. L'adresse IP fonctionne comme une adresse postale. Elle permet à chaque donnée de trouver sa destination exacte. Votre fournisseur d'accès à Internet vous attribue une adresse IP spécifique, tout comme le serveur du data center possède également une adresse IP. Techniquement, vous pourriez accéder à n'importe quel site web en connaissant son adresse IP, mais comme il est impossible de mémoriser toutes ces suites de chiffres, nous utilisons ce qu'on appelle des noms de domaine, comme youtube.com, facebook.com ou openai.com. Ces noms sont reliés à des adresses IP grâce à un système intelligent appelé DNS. Le DNS agit comme un répertoire téléphonique mondial. Vous tapez le nom d'un site et le DNS trouve automatiquement l'adresse IP correspondante. Votre navigateur envoie alors une requête vers le serveur du data center et c'est à ce moment-là que la vidéo commence son voyage numérique. Les données ne voyagent pas sous forme de texte ou d'image, mais sous forme de 0 et de 1. Ces données binaires sont envoyées sous forme d'impulsions lumineuses
à travers les câbles en fibre optique. Ces signaux lumineux sont ensuite convertis en signaux électriques. Si vous utilisez une connexion filaire, ces signaux arrivent directement via un câble Ethernet. Si vous utilisez une connexion mobile, ils sont transmis à une antenne relais, puis convertis en ondes électromagnétiques et envoyés à votre téléphone. Ce système complexe est orchestré par des protocoles Internet. Il dicte comment les données doivent être fragmentées, adressées, transmises et réassemblées. Les 0 et 1 de votre vidéo sont découpés en petits morceaux appelés paquets. Chaque paquet contient une partie de la vidéo, un numéro de séquence et les adresses IP d'envoi et de réception. Ces paquets n'empruntent pas forcément le même chemin. Chacun prend la route la plus rapide disponible. Une fois arrivés à destination, les paquets sont réassemblés dans le bon ordre par votre appareil. Si certains paquets sont perdus, une demande automatique est envoyée pour les récupérer. Ce processus assure une transmission fiable et rapide. Vous êtes toujours là, alors prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ça donne de la force à notre travail et permet de diffuser ce savoir à un plus grand nombre. Revenons à nos paquets. Ce système de découpage permet aux données d'être transmises de manière fluide, même à travers des milliers de kilomètres. Le câble en fibre optique peut traverser les fonds marins grâce à des navires spécialisés. Ces bateaux posent les câbles sur des tranchées creusées au fond des océans. Une fois installés, ces câbles relient des continents entiers. Ils sont protégés, entretenus et surveillés en permanence par de grandes entreprises internationales. Ces câbles sous-marins sont littéralement la colonne vertébrale d'Internet. Ils arrivent ensuite sur les côtes, puis sont reliés à des réseaux terrestres jusqu'à votre fournisseur d'accès, puis à votre routeur. Ensuite, ils finissent par atteindre votre écran. Tout cela orchestré à l'échelle planétaire par des organismes comme l'ICANN situé aux États-Unis. Cet organisme gère les adresses IP, les noms de domaine et la structure mondiale du web. Grâce à cette organisation, Internet fonctionne de façon uniforme partout dans le monde. La puissance d'Internet ne réside pas seulement dans sa vitesse, mais surtout dans sa résilience, sa précision et son adaptabilité. Chaque lecture de vidéo est le fruit d'un système mondial qui fonctionne en quelques millisecondes, une prouesse technologique rendue possible par des protocoles intelligents, des serveurs puissants et des câbles ultra rapides. La vidéo que vous regardez n'est donc pas qu'une simple lecture, c'est le résultat d'un chef-d'œuvre numérique qui relie le monde entier en temps réel. Alors la prochaine fois que vous appuyez sur lecture, pensez au voyage incroyable que chaque bit de cette vidéo a effectué pour venir jusqu'à vous.